Alors aujourd'hui, en fait, je vous propose en fait de parler compost. Parce que le compost, on a déjà parlé un petit peu dans les autres émissions, c'est essentiel, hein, c'est ce qui permet de nourrir le sol. Et ça ne fait pas que de le nourrir, ça améliore aussi, on a déjà parlé, ça améliore sa structure, c'est un structurant pour le sol. Et puis quand on regarde là nos jardins, si on est en jardinage bio, ils sont encombrés de tas de résidus. Et comment se débarrasser de ces résidus-là, puisque bon, on a des semis à faire, la meilleure façon, c'est de les apporter au compost. Donc bien sûr, on n'apportera pas tout au compost comme ça. Là, on a des résidus de cardère ou des résidus des tiges de plantes assez fortes. Et donc, il va falloir les broyer. Donc, c'est pour ça que j'ai un broyeur derrière. Voilà. Mais avant de vous expliquer un petit peu comment nous, on procède, je voulais vous expliquer un petit peu ce que j'avais fait. Alors, nous, on a 4 silos à compost. Alors, un silo où on fait un ou deux où on fait du compost. Les autres, en fait, nous servent à stocker. Stocker des matières qu'on va utiliser, des matériaux, des résidus. Par exemple, là, vous voyez, celui-là, c'est de la paille. Alors, un petit mot sur les silos. Les silos, on peut les faire de toutes. Nous, on a un petit peu aussi un côté pédagogique, quoi. Donc, on a fait des tests. C'est de la planche de récupération, c'est du bois, c'est ce qui marche le mieux, de la palette. Là, c'est pas de la palette, c'est de la dose. Mais là, vous voyez, avec des systèmes d'ouverture différents, soit des volets qui s'ouvrent. Alors, les inconvénients, c'est que une fois que vous l'avez rempli, vous ne pouvez plus ouvrir. Ça, c'est sûr, il faut attendre. Et ça s'ouvre par le haut. Et puis celui-là aussi, il s'ouvre. Et celui-là, alors, c'est un autre. Celui-là, il est vraiment... Il paraît comme ça dans un piteux état, mais je vais vous expliquer. C'est fait qu'avec des palettes. Il n'y a rien à faire, c'est 4 palettes. Ça dépend comment on découpe ces palettes. On les assemble entre elles et il est fait. Rapidement. Et donc vous allez me dire, mais il y a des gros vides et tout. Alors ce qu'on met, c'est du carton. Si on met du carton, les cartons, en fait, c'est comme un bonbon pour les vers de terre, ou les vers de compost plutôt. Et donc c'est l'idéal, on met du carton. Donc à chaque réutilisation, là il est en stock, mais quand on va le remplir, on bouchera tout avec du carton. Tous les trous, en laissant quelques-uns quand même, mais bon, le carton, ça laisse quand même passer un peu l'eau quand même, donc c'est pas inintéressant. Voilà. Donc voilà, ça c'est notre plateforme de compostage. Et là, il en existe d'autres, en plastique recyclé. Moi, j'aime pas trop parce que je trouve que ça chauffe beaucoup. Et puis, on n'obtient pas assez parce que moi, je suis jardinier. Et mon but, c'est pas de me débarrasser des déchets. Je veux bien me débarrasser des déchets, des résidus, je veux dire, mais surtout les transformer en amendement organique pour le jardin, quoi. Voilà, donc comme ça, on fait une pierre deux coups, j'allais dire. Donc, ce que j'ai fait là, il y a quelques jours, j'ai retourné mes tas et puis j'ai fait le tri. Alors, là, vous voyez, quand on fait un compost, on met toujours une couche de paille pour protéger ce qu'il y a en dessous. Et là, je vais la retirer. Et je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai récupéré comme compost. Donc là, et puis on va voir que le compost, c'est pas que du compost. C'est pareil, c'est un peu, ça fourmille, c'est quelque chose de vivant. Donc là, on le voit un petit peu mieux. Voilà. Donc en dessous de la paille, si on le touche, de toute façon, là il est pas chaud, il est plutôt frais et humide, mais c'est normal avec la pluie qu'il y avait eu il y a quelques temps. Mais là on voit qu'il a une structure très intéressante. En fait, regardez. Si on le regardait de plus près, encore plus près que ça en fait, on verrait que c'est comme du couscous. Des grains de couscous qui sont agglomérés entre eux. Et c'est tout l'intérêt et ce qui donne l'efficacité structurante du compost au sol, c'est justement ce couscous-là qui va laisser passer l'air, ou l'eau entre les billes de couscous, j'allais dire, mais surtout où tout va venir se coller. Toute la matière, les sels minéraux que les plantes vont consommer vont venir se coller. À la différence d'un engrais où il n'y a pas cette colle, un engrais chimique, dès qu'il pleut, tout s'en va. Tout retourne à la rivière ou à la mer, voilà. Alors que là, ça reste dans le sol. C'est ce qui donne un côté pérenne à l'utilisation en fait, du compost. Et en plus, je veux dire, quand on le sent, ça sent pas mauvais, ça sent la forêt, quoi. Voilà. Alors, donc on est bien d'accord, on place des résidus et les résidus se transforment en amendement organique comme ça. Et ça se fait pas tout seul. Et le jardinier n'y est pas pour grand chose non plus. On croit souvent que les jardiniers se plaignent, j'ai mal au dos, mais on fait des choses qui servent à rien. Je veux dire, il suffit d'observer un petit peu.
Si on va en parler après dans le mode d'emploi, mais si on place des résidus à côté, on fait un tas de résidus, et ben il y a des décomposeurs, des petites bêtes qui arrivent et qui vont se charger tout de suite, ils vont s'en nourrir déjà, mais ils vont fragmenter la matière et tout transformer en compost. Donc, on l'a déjà dit ensemble, je veux dire, on sait bien qu'on jardine pas seul, on a des auxiliaires, et dans le compost, eh ben, il y a plein d'auxiliaires. Alors là, il y avait un mille-pattes là. Vous voyez ? Alors le mille-pattes, en lui-même, il n'est pas trop intéressant. D'ailleurs, il faut faire attention à mille-pattes, puisque ça peut piquer et faire très mal, mais certains. Mais donc là, il y avait un mille-pattes. Le mille-pattes, il est là, voilà. Ce mille-pattes-là, il n'est pas là par hasard. Il est là parce qu'il va réguler un petit peu tout le petit monde qui vit là. Parce que lui, il aime bien manger. Voilà. Mais en plus, il va bouger en la terre, il va mélanger le compost. C'est ce qu'on n'aura pas à faire. Hein. Alors si on fouille encore un peu plus loin, là il y a aussi des cailloux, c'est pas normal. Hein. Donc là, ah bah voilà. Là on voit qu'il y a des vers. Alors ça c'est Ezinia foetida, ce petit ver là. Là comme ça. Un ver bien rouge comme ça. Qui se tourne dans tous les sens. Alors pourquoi ? C'est malheureux, on va vite le remettre dedans. Il est en train de faire une crise cardiaque là. Parce qu'il a l'habitude de vivre à l'obscurité alors que là on le met à la lumière. Voilà. Alors c'est un ver très intéressant parce que c'est lui, c'est le ver de compost, hein, et c'est lui qui va dégrader la matière. On ne le trouve que dans le compost. Si vous le mettez dans la terre, il meurt. Hein, c'est pas un ver de terre. Hein, lui, en fait, il va mélanger, il va fragmenter la matière. Et là, il y en a plein. Hein, si vous regardez, il n'y a pas que des... Il y en a plein dans le compost. Hein. On trouve aussi, si on regarde bien, il y a des bébés vers de terre, il y a des œufs de vers de terre même qu'on peut voir. Alors il y a quelque chose d'assez magique aussi, c'est qu'il a par année environ 500 descendants. Donc c'est quand même quelque chose. Hein. Je veux dire, c'est peut-être pour ça qu'il est aussi efficace aussi. Voilà. Lui aussi, il ne travaille pas tout seul. Et alors, si on recherche encore un peu plus loin, sûrement, parce que là, ils sont descendus. Bon, et là, j'espère qu'il va y en avoir quand même. On va trouver, bah voilà, il y en avait un là. Petite bête comme ça. Alors ça, c'est une larve. Alors, la plupart des jardiniers vont dire, comme ça, bêtement, « Oh, ça, c'est du hanneton. Il va manger mes salades. » Non, ça, c'est pas un hanneton. Alors, là, je peux pas vous le montrer parce qu'il n'est pas réveillé, mais j'en ai d'autres qui sont par là. J'en avais préparé aussi. Donc, c'est une larve de cétoine dorée. D'ailleurs, vous avez vu, elle a vécu dans le compost. Regardez comment elle l'a transformé. Et là, on voit bien le couscous. Et donc, en voilà un. Voilà. Et donc, ça, c'est pas une larve de hanneton, c'est une larve de cétoine dorée. Alors, je vous montre un petit peu ce que ça va donner. Cétoine dorée, c'est un coléoptère, très gros, très... Bon là, bien sûr, il est mort, il est même sec, mais un scarabée comme ça, vert argenté, qui aime bien les roses. On l'appelle aussi le hanneton des roses. Alors c'est vrai que si on est producteur de roses, on l'aime pas parce que il vient se nourrir et il détruit la rose. Mais bon, dans un jardin, on mange pas, on fait pas pousser que des roses, donc on peut lui laisser de la place. Mais ce qui est intéressant, c'est que il cherche des tas de bois, comme ça, un petit peu comme ça, ou même de paillage qu'on a dans les allées, par exemple, pour y pondre ses larves, parce que ces larves mangent le bois. Donc elles sont hyper intéressantes dans un compost, puisqu'elles vont dégrader le bois et affiner le compost. Pour avoir un bon compost, il faut... Alors le voilà qui bouge, il se réveille. Alors regardez, là il est en train de marcher, il marche les pattes en l'air. Vous voyez, voilà ses pattes à l'avant, ses pattes ne lui servent pas à marcher. Il rampe sur son dos. Et c'est comme ça qu'on le différencie de la larve de hanneton. La larve de hanneton, ça serait un hanneton, il marcherait comme ça. Voilà. Alors il faut oser le prendre dans sa main. Mais maintenant, quand on voit une petite bête comme ça dans son compost, eh ben, on la remet dans le compost et on ne la donne pas à manger aux poules. Hein, pas systématiquement. C'est pas une larve de hanneton, ça peut être une larve de cétoine. Ouais, c'est quand même... Et puis alors, il vit à peu près... Alors c'est pareil, lui il a une vitesse pour rentrer dans le compost, et il vit à peu près, on va dire 3-4 ans dans le compost, et ses pattes ne lui servent qu'à former un cocon. Au bout de 3-4 ans de vie dans le compost, et puis ben là il y en a un qui est ouvert, vous voyez, donc là la larve est sortie, et au bout de 3-4 ans, ben, il y a le scarabée qui sort. Alors à l'état adulte, il ne vit pas une saison, hein. Mais 3-4 ans en larve, et en larve, eh ben, il va boulotter tous les morceaux de bois qu'il y a dans le compost. Donc là, on voit bien que le compost, ça ne se fait pas tout seul. Ce n'est pas nous qui le faisons. Nous, on doit s'assurer que tout ce petit monde-là qui vit, en fait, eh ben, puisse continuer à vivre et faire le travail. Et alors, c'est quelque chose, moi, qui
qui m'énerve tout le temps. On dit toujours, oh, mais oui, mais le compost, il faut mélanger et tout. Non. Si on fait attention, si on respecte bien le mode d'emploi et si on respecte le travail des petites bêtes, c'est les petites bêtes qui vont mélanger à notre place. Et nous, on n'a pas à mélanger. On attend et ça se fait tout seul. On surveille. Voilà, c'est tout. C'est de la surveillance et rien d'autre. Voilà. Donc là, on a parlé des petites bêtes qu'on pouvait voir. Hein, mais il y en a qu'on ne voit pas. Par exemple, dans un compost, il y a, j'allais dire, des milliards de bactéries. Les bactéries, regardez par exemple, là je vais mettre une banane par exemple. Dès que vous l'avez ouverte, elle devient noire, elle est attaquée par les bactéries qui font leur travail, qui vont la décomposer en micro-matière qui sera assimilable au sol. Donc sans bactéries, il n'y aurait rien qui se passerait. Il y a aussi les champignons. Il y a plein de champignons dans un compost. Et tout ce petit monde-là ne travaille pas à la même période. C'est vraiment un travail collectif. Hein, c'est pour ça, là par exemple, on voit il est humide le compost. Donc par exemple, on ne verra pas de cloportes. Les cloportes, ils aiment bien ce qui est sec. Donc il faudra qu'ils sèchent un peu pour que les cloportes interviennent. Et là, ou alors il y a aussi une autre petite bête, la nature est bien faite. Alors ça, ils sont quand même assez surprenants. Hein. C'est grossi puisque ça mesure à peine 1 mm. C'est des colamboles. Alors ce sont des insectes primitifs. Il y en a un là, celui-là, c'est un colambole. Alors je vous épargnerai son nom parce que c'est un peu compliqué. Mais il faudrait que je le lise derrière. Bon, voilà. Et en fait, celui-là, c'est un aérien. Il a une furca, alors on le voit là. Une furca, c'est comme il a une petite fourche qui replie en dessous de son corps et il peut faire des sauts. Et quelque chose d'assez faramineux, il peut faire des sauts jusqu'à 75 cm de hauteur, alors qu'il mesure à peine 1 mm. Et si on fait une comparaison, c'est comme si nous, on sautait au-dessus de la tour Eiffel. Donc c'est quand même quelque chose, quoi. C'est le colambole, et celui-ci c'est un autre colambole, celui-ci qui vit quand le compost est sec, et celui-ci c'est dans un compost humide. Voilà, donc moi personnellement je préfère celui-là, il est plus joli quand même. Alors le compost là, il est assez mûr, même bon si on descend encore un petit peu, il va encore être plus mûr, mais on pourrait plus l'utiliser par exemple, nous on utilise du compost en arrière-saison, en automne, et on ne met pas ce compost, on va mettre un compost qui est plus grossier. C'est les animaux qui vont, c'est le temps, la météo, et puis c'est les petites bêtes qui vont le décomposer sur place et le rendre assimilable aux plantes. Celui-là, on va plutôt l'utiliser par exemple, quand on a une plantation à faire, le mettre au fond du trou, ou alors aussi entre les rangs en été. Voilà. Hein. Et puis si on attend encore un peu, ça deviendra, attention, parce qu'un compost, c'est pas stable dans le temps, ça redevient de la terre. Et c'est là qu'interviendront les vers de terre. Les vers de terre, eux, tout retourne à la terre, hein, et eux, ils recyclent le compost en terre. Donc, pour savoir quand vous pouvez l'utiliser, c'est quand il y a de la vie à l'intérieur. Et s'il n'y a plus de vie, et que vous voyez des vers de terre, c'est du terreau. Voilà, c'est tout. Et donc il a perdu son côté, il a perdu son efficacité, on va dire. Voilà. Alors, le mode d'emploi, vous voyez, on a c'est notre mode d'emploi, j'allais dire, mais c'est pas forcément le meilleur et on peut l'améliorer. On commence toujours, quand on veut faire un compost, on commence par mettre une couche drainante au fond. Donc là, par exemple, c'est des petits morceaux de bois. Hein. Alors on n'a pas utilisé le broyeur parce que sinon ça couperait trop fin. Mais bon, avec un sécateur, on coupe des petits morceaux de bois comme ça. Voilà, puis on les laisse au fond et ça fait une couche qui va drainer. Alors on a déjà utilisé des coquilles de noix par exemple. Hein, on utilise ce qu'on veut, quoi. Ce qu'on veut au fond. Et ensuite, pour qu'un compost fonctionne, il faut, on va dire la définition du compost, c'est l'art de mélanger. Il faut mélanger des résidus, parce qu'on ne dit pas déchets puisqu'on s'en resserre, des résidus verts et des résidus secs. Alors les résidus verts, ça va être, il y a de la tonte de gazon par exemple, là. Ça va être de la tonte de gazon si on veut, de l'herbe, entre guillemets des mauvaises herbes. Hein. Là, de la mâche, on en avait parlé de la mâche qui avait monté, on avait vu déjà lors d'une autre émission. Tout ça, c'est du vert. Alors, il y a aussi, c'est ce qui contient de l'azote et ce qui n'est pas sec, en fait. Par contre, il y a alors, faire attention à l'herbe, justement. Regardez, là, elle a été coupée ce matin, elle est déjà en train de s'échauffer. Hein, ça fait déjà, et après, c'est plus tellement bon, donc il faut l'utiliser assez rapidement. Et on verra tout à l'heure en fine couche, parce que là, sinon, ça commence à fermenter, quoi. Par contre, un autre matériau vert auquel on ne pense pas souvent, qui est plein d'azote, c'est le marc de café. Il est pourtant brun, mais c'est du vert. Vous voyez, il y a plein de petites subtilités comme ça. Et les matériaux, le brun, ça va être de la paille, par exemple.
Donc en milieu rural, on en trouve. Ça, c'est de la vieille paille qui a déjà servi à du paillage, hein. Mais bon, c'est une autre façon de la réutiliser. Donc de la paille, c'est les éléments qui n'ont pas d'azote mais qui sont carbonés. Donc qui vont rendre le compost fertilisant, on va dire en quelque sorte. Donc il faut vraiment veiller à mélanger les deux. Ou alors ça peut être aussi des résidus du broyage. Donc là j'ai broyé un petit peu. Donc du broyage, on va même en faire... Non, j'en ai là. Voilà. Ça c'est du broyage, du broyat. Donc c'est du avec tout, hein. Vous voyez, on voit encore de la quart d'air. Alors certains vont me dire, oui, mais si vous mettez tout, la graine va se retrouver dans votre compost. Mais moi je m'en moque. Parce que je dirais même que je me sers un peu de mon compost comme une pépinière. C'est-à-dire que si je mets des fleurs de souci, il y a des graines de souci, il y a aussi des plants de... ça me fera des fleurs dans mon jardin. Et je préfère retirer du souci dans mon jardin que des herbes un peu plus embêtantes comme du chien-dent ou du liseron. Voilà. Donc ça, voilà le brun. Il y a aussi le carton qui est en brun. Donc quand vous avez du carton... j'en ai arraché un bout, voilà, du carton qui n'est pas imprimé. Donc ça c'est pareil, déchiqueté en petits morceaux. Alors le rôle du brun, c'est ce qui contient du carbone, mais surtout, en général, le brun il est plus grossier. Et donc ça va permettre d'aérer le compost. Donc c'est pour ça qu'il faut bien mélanger le brun et le vert. Donc on met une couche de vert, une couche de brun, c'est comme un millefeuille quoi en fait. Nous, quand on explique aux enfants, en fait c'est un millefeuille qu'on fabrique pour les petites bêtes. Voilà, c'est un petit peu ça, c'est tout un écosystème. Et qui se régule tout seul en plus. Hein. Par exemple, quand on a vu tout à l'heure le mille-pattes, qui lui régule la population des différents intervenants. Voilà. Et donc les différentes couches sont... Alors en fonction de la granulométrie, c'est quelque chose qu'il faut prendre aussi, elles vont être d'épaisseur différente. Plus un matériau est fin, plus on mettra une couche qui sera fine. Parce que par exemple, si vous mettez... Il y en a qui mettent de la cendre ou de la sciure dans leur compost. Et en fait, c'est trop fin et donc c'est une toute petite couche parce que sinon, ça colmate et il n'y a plus de passage d'air et d'eau. Et c'est là qu'il faut que vous mélangez. Alors que si vous respectez le mélange de matériaux de différentes granulométries, il n'y a pas à mélanger, ça se fait tout seul. Alors, c'est pareil, c'est de la théorie. C'est vrai que quand on observe, le mélange, il se fait au milieu, mais pas sur les côtés. En fait, c'est pour ça qu'il faut le démonter en fin d'année pour faire le tri. Voilà. Mais ça marche tout seul. Alors, on va faire un petit peu ensemble. Donc j'ai tondu ce matin, donc j'ai récupéré un petit peu d'herbe. Moi je commence toujours par au-dessus de la couche de drainage, par quelque chose, par de l'herbe, du verre en fait, parce que ça c'est quelque chose dont je ne vous ai pas parlé non plus. Les petites bêtes, pour qu'elles interviennent, il leur faut du carburant. Par exemple, un champignon, il va travailler s'il a de l'azote. Et l'azote, il est dans le verre. Donc c'est pour ça. Pour résumer, par exemple, si vous placez des déchets verts en un tas, ça va pourrir tout seul. Si vous placez des déchets bruns tout seul sur un tas, ça va se fossiliser. Rien ne ça va se passer. Si vous mélangez les deux, l'alchimie va s'opérer, les petites bêtes vont arriver et ça va donner du compost. Voilà. Alors mélanger, quand je dis mélanger, si vous placez des couches différentes, pas mélanger physiquement, parce que bon, c'est pas la peine de le faire. Donc là, je mets toujours un peu de verre. Alors là, je vais mettre un peu de... Par exemple, là, il y a des pissenlits. Les pissenlits, c'est superbe. Parce que, bon, là, on ne le voit pas parce que je les ai coupés. Mais les pissenlits, c'est un pivot qui descend dans la terre, qui va chercher des sels minéraux qui ne sont pas accessibles aux autres plantes. Et en fait, quand on les intègre au compost, on les rend accessibles aux autres plantes. Donc, on en met une petite couche. Bon, encore un petit peu. Ça, c'est assez grossier. On peut aller jusque 10 cm à peu près. Après, on va pas sortir la règle. Hein. Non, c'est... quelque chose de... Voilà. Voilà, puis si on n'en a pas assez, on remet un peu... Là, je vais mettre un peu de mâche aussi. Faut garder à l'esprit que de toute façon, c'est du réemploi de résidus, c'est pour nettoyer son sol, pour pouvoir continuer à travailler son jardin. Puis bon, on s'en est servi pour le couvrir. Voilà, donc là, il y a une première couche. Et maintenant, il faut mettre du brun. Donc le brun, ça peut être ça. Hop, voilà. Alors, toujours veiller un peu à harmoniser un peu la couche, Voilà. Vraiment l'esprit d'un millefeuille, Et là, ce qu'il faudrait faire, alors là, on va pas arroser tout de suite, mais comme le brun, là, il est quand même assez carboné et assez sec, on va mettre une toute petite couche d'herbe. En fait, l'herbe, ça fait un peu... ça chauffe, on l'a bien vu,
Mais on va pas mettre une grosse couche parce qu'en grosse couche, bah, ça colmate. Mais voilà, ça va, je veux dire, ça va activer un peu le tout, quoi. Et d'ailleurs, si on veut accélérer un composteur, il y a des plantes qui le font très bien, naturel, hein, c'est pas la peine d'aller acheter du sulfate de cuivre ou des choses comme ça. Il y a l'ortie, par exemple, des couches d'ortie de temps en temps, et ben ça fait accélérer le compostage. Et voilà, là c'est une première couche qui est faite. Donc là, on met 2 arrosoirs d'eau avec la pomme, toujours avec la pomme pour éviter que l'eau n'emprunte les mêmes chemins. Et puis on reconstitue comme ça les couches. Alors nous on a un broyeur, un broyeur électrique. Bon, on peut faire une petite démonstration comme ça, vite fait. Ça permet en fait de gagner un peu de temps. Mais si on n'a pas de broyeur, on a une tondeuse, on laisse sécher, on passe avec la tondeuse, ça fait presque le même effet. On va dire que le broyeur quand même, ça hache un peu plus finement et en fait plus c'est... Alors faut pas non plus aller dans du tout fin, mais si c'est haché assez finement, on augmente la surface d'échange, la surface de travail des bactéries et des petites bêtes et donc ça va plus vite. C'est simplement, c'est tout du... Alors si je ne le mets pas comme ça, lui, c'est une sécurité, il ne peut pas se mettre en route. Hop, voilà. Alors, bon, normalement, on met des gants. Là, je ne les ai pas mis. Oui. Bon, là, c'est pas... Je mets surtout des gants pour me protéger s'il y a des ronces ou des choses comme ça. Parce que, de toute façon, on ne peut pas mettre ses mains à l'intérieur. Hein. Et heureusement, d'ailleurs. Voilà. Et puis, si ça venait à être bouché, ben, on enfonce un peu comme ça. Et voilà, quoi. Donc, et on peut passer un tas de choses. Hein. On peut même passer du verre, bon là c'est pas varié, mais même du verre à l'intérieur. Alors c'est un double avantage aussi. C'est que vous voyez on a plein de résidus, mais si quand on les a broyés, ben, ça fait moins de volume. Hein, donc voilà. Puis ça va assez vite en fait. Là voilà, vous voyez c'est pas le même. Et là c'est beaucoup du sec. On peut broyer du verre aussi, hein, mais le verre ça passe moins bien. Et puis des fois ça a tendance à bourrer un peu. C'est pareil, lui il travaille tout seul. Hein. On attend, il fait son job. Et puis voilà. Et si on regarde un petit peu ce qu'il a fait, voilà le résultat, voilà quoi. Il a haché un peu tout, un peu plus fin. Alors nous on cherche pas que ce soit plus fin. Hein. C'est toujours dans l'esprit qu'il y ait des petites bêtes qui puissent passer au travers et puis qu'on n'ait pas que l'eau puisse passer et tout ça. Voilà. Donc un broyeur, ça permet quand même d'obtenir un compost un peu plus rapidement. Mais par contre, si son voisin en a un, ou si maintenant on fait des achats collectifs ou des choses comme ça, je veux dire c'est comme ça qu'il faut voir un peu les choses. Et donc on peut, parce que c'est assez cher quand même, hein, c'est un outil quand même assez cher, mais on peut arriver et puis voilà. Et on obtient, en respectant ce mode d'emploi-là, un compost en 1 an. Un peu moins d'1 an parce que celui-là, on l'a obtenu à l'hiver, on avait déjà fait l'échange. Donc vous voyez, même pas celui-ci, alors je ne sais même pas comment on l'explique, alors j'ai une explication quand même, c'est que l'année dernière j'avais mis un fumier de cheval très pailleux, et donc quand j'ai ratissé mon sol pour retirer l'excédent, et ben je l'ai mis et donc j'avais du fumier avec, ce qui a dû un petit peu accélérer les choses, quoi. Voilà. Mais sinon, voilà. Et là bon, alors vous n'êtes pas obligé d'arroser toutes les 2 couches, on peut arroser toutes les 4 couches en doublant en fait avec les arrosoirs. Et voilà, et là on continue, ainsi de suite, quoi. Voilà. Et rien de... Alors, la seule chose aussi, notre travail, ce sera de temps en temps de remonter ses manches, d'aller voir, toucher un petit peu, si c'est humide. Là, vous voyez, par exemple, il a la bonne humidité, il est même un petit peu trop. Alors, normalement, ce qu'on fait, c'est qu'on prend comme ça, on écrase entre ses doigts, et si on a des gouttes d'eau qui perlent là, c'est que c'est bon. Voilà. Bon, là, il est humide d'ailleurs. Et regardez ce que je vous disais tout à l'heure. Vous faites ça avec de la terre. Vous avez la main qui reste propre, regardez là, tout est collé. C'est quelque chose de collant. Il y a le côté, et ça s'explique chimiquement en fait, hein, c'est ce qu'on appelle le complexe argilo-humique. C'est tout ça, c'est pour rentrer un peu dans les détails, pour ceux qui peuvent aller plus loin. L'argile, il est chargé négativement, et en fait c'est comme une boule négative. Et tout ce qui va se coller, pour coller les choses, il faut des ions positifs, et les ions positifs, on va les chercher où? Dans le calcium. Donc le calcium, il y en a un petit peu partout. Dans le fer,
qui est présent dans le sol et dans les plantes, et l'aluminium qui est dans les feuilles. Tout ça c'est positif et tout ça, ça assure une colle entre tous les éléments. Voilà. Donc c'est l'explication, j'allais dire, plus scientifique de l'intérêt du compost. Voilà. Et je veux dire, c'est un peu de travail, mais vous voyez, c'est du travail dans la préparation. Mais après, on n'a plus on le surveille, donc on relève ses manches, on va voir un petit peu s'il est assez humide. S'il est trop humide, eh ben, on va apporter un peu plus de sec. Ou alors si ça ne marche pas, eh ben, on va le casser pour le reformer en respectant les bonnes couches. Et puis après, on n'a plus rien à faire. Après, on n'a qu'à casser le tas. Alors casser le tas, c'est physique. C'est sûr que à bout de fourche comme ça, il faut lever. Et puis après, des fois, il faut retourner le compost. Donc c'est le seul moment où c'est physique. Mais bon, je veux dire, si on n'y arrive pas, on se fait aider. Voilà. On fait ça à plusieurs et puis c'est tout.